François Boulot, bonjour. Est-ce qu'on vous reçoit aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, une chaîne internet indépendante. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je m'appelle François Boulot, j'ai 32 ans, je suis avocat au barreau de Rouen depuis 7 ans et je suis porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Ça vous a pris comment de vous retrouver avec les Gilets jaunes? Mais quand j'ai vu effectivement le mouvement prendre de l'ampleur avant même le 17 novembre, j'ai eu l'intuition, également peut-être l'espoir que la mobilisation allait être massive et que ça allait très largement dépasser le cadre de l'augmentation de la taxe sur le carburant. Et donc je me suis investi dès le 17 novembre en allant sur les points de blocage pour aller discuter avec les gens. Et j'ai compris effectivement que les gens allaient rester là et qu'ils avaient là pris conscience, alors que depuis des années, ils se sentaient isolés et impuissants et résignés. Ils avaient pris conscience de leur force collective et qu'ils allaient désormais être déterminés à relever la tête pour essayer de reprendre en main leur destin. J'avoue pour ma part que j'étais un peu surpris d'ailleurs que les médias relaient autant ce mouvement, et je crois qu'ils n'avaient pas bien compris, en fait, saisi que le mouvement allait très largement les dépasser et que ça allait constituer une contestation sociale et profondément populaire de très grande ampleur. Et ils ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'il y ait autant de monde le samedi, et surtout, je pense qu'ils n'avaient pas prévu que ça ne s'arrêterait pas au samedi 17 novembre 2018 et que ça allait continuer. Et quand je suis retourné dès le lendemain, donc le 18 novembre, sur l'un des ronds-points, on parlait déjà de révolution. C'est-à-dire que les gens, en 24 heures, ils avaient déjà fait la passerelle entre la contestation de la taxe sur le carburant à « on va révolutionner la politique dans notre pays et il faut désormais enfin que nos gouvernants servent le peuple et non plus les intérêts de quelques privilégiés ». Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre une révolte et une révolution? Je dirais très simplement que la révolte, c'est une mobilisation de masse pour contester une politique en place. La révolution, c'est quand elle aboutit à effectivement un changement profond de la politique et des institutions, du fonctionnement des institutions dans un pays. Vous qualifierez comment le mouvement des Gilets jaunes? C'est un mouvement de révolte? C'est un mouvement de révolution? C'est un mouvement de quoi? Aujourd'hui, c'est une révolte. C'est l'histoire qui le dira. Mais aujourd'hui, c'est une révolte. Mais si le mouvement vient à gagner et à effectivement arriver à impulser un profond changement dans la politique du pays, alors je pense qu'on pourra parler de révolution. Si demain, notamment, le référendum d'initiative citoyenne était effectivement mis en œuvre, alors on aurait révolutionné en grande partie nos institutions et redonné un pouvoir d'intervention directe du peuple dans la démocratie. Et évidemment, le fonctionnement serait alors bien différent de ce qu'on peut connaître depuis des années et des années. Donc, qu'est-ce qui vous a érigé en tant que porte-parole des Gilets jaunes et comment ça s'est passé? Très simplement, moi, j'allais donc sur le rond-point de la Motte. Initialement à Rouen, il y a 3 gros ronds-points à Rouen. Il y en avait un à Barentin également, mais il y en a 3 à Rouen. J'y allais tous les jours et au bout d'une dizaine de jours, il y a eu une réunion publique qui a été organisée sur un parking d'une zone commerciale qui réunissait donc différents ronds-points de Rouen et ses alentours. Et j'ai eu l'occasion donc de prendre la parole et d'exprimer quelles étaient, à mon avis, les revendications qui fédéraient l'ensemble du mouvement, d'exprimer quel était l'objectif du mouvement et puis par quelle stratégie on pouvait essayer d'y arriver. Donc j'essaie d'avoir un discours structurant et c'est cette réunion à la suite de cette réunion, que les personnes du rond-point de la Motte m'ont demandé effectivement d'être porte-parole auprès des médias. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être des messagers, des gens qui auraient uniquement pour mission de porter la parole dans les médias, parce qu'il y a évidemment un rapport de force au niveau de la communication qui se joue. On le voit aujourd'hui avec les tentatives pour discréditer le mouvement par toutes les manières possibles, la violence, le racisme, l'antisémitisme. Vous avez 2 lignes dans mon mandat. Je suis désigné porte-parole, et 2, ma mission. Donc, ça ne consiste pas dans le fait de dialoguer, de négocier avec le pouvoir exécutif, mais en revanche de défendre dans les médias le mouvement et ses revendications. Et donc les gens ont signé ces mandats sur les 3 ronds-points, et c'est comme ça que je suis devenu le porte-parole à Rouen. Combien de personnes ont signé? Environ 200.
au total, sur les 3 ronds-points. En fait, ce sont les permanents des ronds-points. C'est ceux qui étaient vraiment présents physiquement sur les ronds-points au quotidien qui ont signé. Autre question d'Internet. Comment recréer un lien entre les classes populaires et les classes moyennes? Alors, je crois que le lien, il existe déjà entre les classes populaires et les classes moyennes. Je crois qu'il est brisé, en revanche, entre classe populaire, classe moyenne et les classes moyennes supérieures. Je crois que la fracture aujourd'hui, elle est là, c'est-à-dire les gens qui ont fait des études supérieures et qui se sentent bourgeois, qui se pensent bourgeois et qui se pensent plus proches de l'oligarchie, de la haute bourgeoisie, que des gens qui sont en dessous d'eux et qui vivent avec le rêve de pouvoir accéder eux aussi peut-être à la haute bourgeoisie. Et comment on fait? Mais tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces gens-là sont dans le déni. Ils ne veulent pas voir la misère qui est autour d'eux. Et en fait, ils vivent dans leur petit confort individuel. Ils travaillent, ils gagnent bien leur vie. Et donc le samedi, ils consomment, ils font les magasins, ils font leurs activités. Et puis tout va bien pour eux. Donc ils n'ont pas à se poser ces questions. Et je crois donc qu'il y a un premier levier, mais insuffisant. Mais c'est d'essayer, par l'argumentation, de leur expliquer qu'une autre politique est possible et que cette autre politique ne viendrait pas les appauvrir. Parce que le premier réflexe, c'est quand même ça, se dire « Ah, mais si ça change, est-ce que moi, je ne vais pas y perdre ?» Je pense qu'il y a ce premier point de blocage. Et il faut bien qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, un changement de politique, ce n'est pas aller taxer plus les gens qui gagnent 5, 10 ou 15 000 euros par mois. Pas ces gens-là qui sont visés. Et c'est quand même 10 ou 15 000 euros par mois, c'est une somme, et c'est les classes moyennes supérieures provinciales. Le problème, c'est ceux qui gagnent 100 000 ou 1 million par mois. Et le deuxième levier peut-être, c'est d'agir sur l'émotion. Je pense qu'il faut arriver à recréer de l'empathie et donc leur montrer concrètement, peut-être par la culture et l'art, la misère aujourd'hui profonde qui est vécue par les classes populaires.